Bonjour Benjamin Cadranel. Bonjour. Vous êtes administrateur général de CityDev Brussels et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre société qui fête ses 45 ans, une société régionale qui est donc plus vieille que la région. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est CityDev Brussels aujourd'hui ? Mais oui, avec grand plaisir. Donc c'est vrai qu'on fête nos 45 ans cette année et que c'est cette particularité que déjà la Belgique unitaire de papa et de grand-papa avait compris que pour être efficace, décentraliser certains services, en particulier en lien avec l'économie, c'était une bonne idée. Et donc, on a été créé par une loi de 1974 déjà, et on fête donc nos 45 ans cette année. Alors, originellement, le premier métier de CityDev, qui est une société donc de la région de Bruxelles-Capitale aujourd'hui, et dont les communes détiennent aussi une partie du capital, c'est l'accueil d'entreprises sur le territoire bruxellois. Quand je dis entreprise, c'est surtout dans le secteur secondaire, puisqu'au niveau des bureaux, Bruxelles se débrouille relativement bien ou mal, c'est selon, mais toute seule. Mais par contre, pour avoir des activités de type économique non tertiaire, il y a des efforts à faire pour que le territoire soit encore apte à les accueillir dans un périmètre qui est essentiellement urbain. Ça, c'est le premier métier originel de CityDev. C'est ce qu'on appelle le métier de l'expansion économique, qui fait qu'aujourd'hui, nous possédons plus de 200 hectares de terrain à Bruxelles, environ 260 000 mètres carrés de bâtiments à vocation économique, et que quand une entreprise cherche à s'implanter quelque part, dans le secteur donc plutôt de la fabrication d'objets, de la réparation, de la production de biens matériels, c'est vers nous qu'elle se tourne pour essayer de lui trouver des solutions. Premier métier. Deuxième métier, il est venu avec la naissance de la région, c'est celui qu'on appelle le métier de la rénovation urbaine chez nous, et qui consiste en fait à aller réparer des quartiers qui étaient un petit peu laissés à l'abandon, ou dans lesquels notamment des activités industrielles s'étaient retirées, ou dans lesquels le marché privé n'investissait pas, pour aller les réparer au moyen de logements que l'on dit nous conventionnés, c'est-à-dire que ce sont des logements qui sont vendus avec un subside à des personnes qui ont un plafond de revenus, et qui deviennent propriétaires de ces logements. En contrepartie, ils ont l'obligation d'y habiter pendant un certain temps, ou en tout cas, s'ils veulent le quitter, le remettre sur le marché en location ou le revendre, ça se fait également à des conditions plafonnées qui sont contrôlées par nous. Voilà, on a construit plus ou moins 4000 logements depuis l'origine, et il y a une certaine accélération ces dernières années. Et puis il y a notre troisième métier, qui est plus récent, qui date de 2013, même qui date un petit peu d'avant 2013, mais qui a été, on va dire, dans notre contrat de gestion consacré en 2013, qui est ce que nous appelons les projets mixtes. Et en fait, ce sont des projets de plus grande ampleur, plutôt à l'échelle d'un quartier ou de plusieurs blocs dans un quartier, et qui permettent en fait de concevoir une ville où les différentes fonctions, à la fois économiques et résidentielles, peuvent se rencontrer et être complémentaires. De même que l'ajout d'équipements comme des écoles, des crèches, des espaces publics, qui font en fait que demain, on a une ville qui est une ville de courte distance où on peut, dans un quartier, habiter, travailler, mettre ses enfants à l'école, se divertir, tout ça sans devoir nécessairement se déplacer sur des longues distances. Et quels sont les plus grands challenges actuels de CityDev ? Eh bien, pour nous, le challenge, c'était à la fois d'accompagner cette transformation de la ville, en menant des projets qui sont de plus en plus complexes, qui demandent des associations, des partenariats avec un nombre d'interlocuteurs importants, tant publics que privés d'ailleurs, mais dans le même temps de ne pas perdre, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et de continuer à fournir le service de base qui est celui de CityDev, à savoir des places en suffisance pour des entreprises qui viennent créer de l'emploi à Bruxelles, mais également cet aspect de rénovation urbaine et de création de logements abordables pour la classe moyenne qui aspire à s'ancrer dans la ville et être propriétaire. Donc, l'enjeu pour nous, c'était à la fois de trouver les moyens même d'augmenter le rythme de production de CityDev, tout en essayant d'innover et de trouver des nouvelles formes dans des projets qui sont nécessairement plus complexes. Comment est-ce qu'on innove alors ? Eh bien, on innove de plein de manières. On doit innover certainement dans nos relations avec le secteur privé. Ça a été un élément essentiel au cours des années, c'était des recherches de nouvelles manières de s'associer. Par exemple, sur le plan de l'expansion économique, une innovation qui date d'il y a déjà longtemps, c'était de ne pas vendre les terrains, mais de les garder en amphithéose. Enfin, de faire des amphithéoses et donc d'en garder le tréfonds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la maîtrise foncière de ces terrains, et que quand une entreprise quitte une usine, par exemple, se délocalise ou bien arrête son activité, nous avons une prise sur le foncier qui nous permet de mieux gérer la transition. C'est aussi une source de revenus qui nous permet d'être assez autonome sur le plan financier et d'avoir des moyens d'investissement qui sont différents. Ça, c'est un type d'innovation.
Un autre type d'innovation plus récent, c'est de faire des appels au marché, ce qu'on appelle nous des appels à projets, où on n'est pas dans la phase classique, CityDev trouve un terrain ou un bâtiment, l'achète, développe un projet et lance un marché public. Ça on fait aussi. Mais dit au marché, voilà, nous on voudrait faire des logements conventionnés par exemple, ou des parcs PME. Est-ce que vous avez des projets dans vos cartons, sur des terrains qui vous appartiennent, qui pourraient rentrer dans notre cahier de charge, dans notre cahier qualité, qui est assez élevé sur le plan notamment des exigences environnementales, on trouve un moyen de les financer, on les met en compétition. Ça permet, quelque part, d'augmenter les chiffres de production, tout en ayant, à côté de ça, des projets où on a une maîtrise plus globale et qui sont plus complexes. Je crois qu'un pilier très important aussi chez vous, c'est la mixité. C'est probablement un des mots-clés, un des baselines de notre action. Mixité à plein de points de vue, mixité sociale. On a parfois eu des gens qui disaient « Oui, mais quand CityDev vient rénover un quartier, vous amenez des nouvelles populations et donc vous gentrifiez agressivement. » Je pense que dans les faits, c'est pas du tout le cas, parce qu'on a toujours pris la peine justement de voir dans quel contexte on venait s'intégrer. Et notamment, une des clés, ça a été de travailler souvent en partenariat avec la Société du logement régional bruxellois, qui fait des logements sociaux, et d'avoir des projets dans lesquels on avait à la fois nos logements à nous, conventionnés propriétaires, et de l'autre côté, des logements sociaux, et qui s'intégraient même à l'intérieur même des blocs, pas tous les logements sociaux d'un côté, tous les logements moyens de l'autre. Tivoli Green City, c'est un des exemples, mais il y en a plusieurs. Et quand vous avez ce mix-là, c'est-à-dire que vous amenez effectivement du nouveau bâti, de la nouvelle qualité, des nouveaux espaces publics et des nouveaux habitants, mais vous pensez aussi à garder de la place pour ceux qui sont déjà là. Vous travaillez aussi avec des mécanismes de participation qui permettent d'inclure les habitants qui sont là. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez un mix social à la fin, même aussi avec du logement libre, qui fait que oui, le quartier se transforme, c'est un peu le but du jeu, mais il se transforme sans chasser les gens. Le but du jeu, c'est pas de faire Brooklyn. Le but du jeu, c'est au contraire de transformer la ville, mais de manière inclusive. L'autre grand aspect de mixité, c'est ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle, et c'est donc justement le fait que les différentes fonctions peuvent habiter les unes à côté des autres. Si vous voyez les vieux quartiers industriels de Bruxelles comme Molenbeek, il y a encore des îlots comme ça qui sont consacrés, où les rez-de-chaussée sont des ateliers. Voilà. Aujourd'hui, ils ont du mal à trouver leur place dans la ville. Il y a des difficultés de charroi, il y a des difficultés de mobilité, il y a des difficultés de nuisance. Mais pourtant, c'est une bonne chose que certaines type de fonction, vous pensez, je sais pas moi, à des designers de meubles ou à des plombiers, à des réparateurs, le fait de ne pas les avoir en périphérie très loin, mais les avoir dans le cœur de la ville, d'abord ça fournit de l'emploi à des gens du cru, mais ça fournit des services aussi à des gens du cru. Pareil pour, on va dire, l'ORECA ou la production de nourriture dans les circuits courts, où on peut produire des choses qui viennent de pas loin. Ça, ce sont des choses qu'on voudrait encourager. Pour les encourager, il faut concevoir les projets pour imaginer justement cette complémentarité dès le départ. À Tivoli Green City, vous avez un bâtiment qui s'appelle Green Bees, qui est un incubateur de starters dans l'économie circulaire, avec des ateliers au rez-de-chaussée. Et dedans, vous avez ça. Vous avez des gens qui recyclent des matériaux de construction pour en faire des meubles. Vous avez une ferme à insectes. Vous avez 2 microbrasseurs, pour vous donner quelques exemples. Et en réalité, vous avez aussi également un Fab Lab, ce qui est très important parce que ça permet de ramener de la fabrication numérique dans la ville, et ça a aussi des fonctions pédagogiques pour les écoles autour du quartier. Donc moi je dis toujours, Green Bees, il ne s'agit pas simplement de minimiser les nuisances liées à ces ateliers. Ça a été pensé comme ça, des rues couvertes, pour pas que ce soit désagréable de vivre à proximité, mais c'est bien plus que de l'encadrement de nuisances. En réalité, Green Bees améliore le quartier. C'est-à-dire que s'il y avait eu à la place un autre immeuble de logement, le quartier serait moins riche. Aujourd'hui, grâce à Green Bees, le quartier Tivoli Green City est meilleur, parce qu'il y a une activité économique et qu'elle est ouverte sur le quartier, qu'elle peut rendre des services à proximité. Donc ça, c'est un des grands credos de la mixité fonctionnelle. Et ça permet en plus d'avoir une certaine densité. On travaille sur une échelle qui est réduite, qui est l'échelle de la région de Bruxelles-Capitale. Si toutes ces fonctions doivent trouver leur place, il va falloir utiliser l'espace qui coûte de plus en plus cher, de la manière la plus optimale possible. Et donc le fait d'imbriquer les fonctions de manière verticale, avec des rez-de-chaussée qui ne sont pas très aptes au logement, mais qui pourraient être bien pour soit de l'ORECA, soit, pourquoi pas, produire des choses, en réalité, ça fait une ville beaucoup plus riche. On n'est pas Paris ici, donc on n'aura jamais la possibilité d'avoir un linéaire commercial sur l'ensemble des rez-de-chaussée de la ville. La densité ne le permet pas.
Mais par contre, de plus en plus, vous voyez ces ateliers qui sont au travail le matin et qui animent la ville à d'autres heures. Donc vous n'avez pas simplement un boulanger avec son magasin, vous avez la boulangerie qui travaille en vitrine. Ça, c'est une manière d'animer un quartier et de faire en sorte qu'on ne soit pas dans une cité dortoir. Donc c'est essentiel pour la ville qu'on essaie de construire. Comment est-ce que vous faites pour jongler avec la temporalité entre court terme, moyen terme, long terme ? Ben c'est un des gros challenges. C'est clair que l'urbanisme, l'aménagement du territoire, ça nécessite une vision à long terme. Et puis ça prend du temps. Le fait d'acheter un terrain, éventuellement de devoir le dépolluer, construire un master plan, mettre l'ensemble des autorités d'accord sur ce qu'on va y faire, trouver les financements, faire des marchés publics, obtenir des permis. Vous êtes sur une temporalité de 10-15 ans. Ce qui est normal, hein, dans une société démocratique, on travaille à ce rythme-là. Ce qui est dommage, c'est que souvent, quand il y a trop de temps qui se passe, parfois dans des phases où il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de discussions administratives, mais sur le terrain, on ne voit rien, il se passe des choses désagréables. On met des palissades autour pour protéger le site, ou bien il peut y avoir du squat, ce qui pose des questions de sécurité. Il faut trouver un moyen que la vision à long terme n'empêche pas le développement à court terme. Une des manières que l'on a de faire cela, c'est qu'on a développé maintenant une stratégie très ambitieuse d'occupation temporaire de nos sites. Et donc, la ville a des besoins. Certains de ces besoins ne peuvent pas non plus trouver leur place dans de l'immobilier définitif parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Certains projets sociaux, l'accueil de sans-abri, l'accueil de migrants, parfois du mal à trouver les moyens de construire des infrastructures ou même la volonté politique de le faire. Mais le fait de pouvoir offrir une solution temporaire, c'est répondre à un besoin de la ville. De la même manière, des petits artisans, ou bien des activités récréatives, on a 2 skateparks ou un mur d'escalade, doivent d'abord tester leur formule, et ils sont très contents de pouvoir le faire dans une ancienne usine réaménagée de manière temporaire, plutôt que de devoir se lancer directement dans un projet, ils vont devoir construire. Des petits fabricants qui vont pouvoir faire du prototypage, plutôt que de directement se lancer dans la location de bureaux à long terme. Donc, le fait de faire ces occupations temporaires, ça permet plein de choses. Ça permet de faire du gardiennage de sites, du gardiennage d'immeubles, à moindre frais, même parfois de manière surprenante que si on devait simplement murer. Ça permet de rendre des services à la ville, et c'est notre métier, nous. Notre métier, c'est de trouver des solutions et pour les entreprises et pour les activités, pour faire une ville attractive. Donc, pourquoi ne pas se servir de ce patrimoine pour le faire également ? Et puis, ça permet de faire déjà de la revitalisation urbaine. Il ne faut pas attendre qu'on ait coupé le cordon, ou plutôt coupé le ruban, à la fin du chantier, pour immédiatement être déjà dans un processus de revitalisation et de manière inclusive. On a un grand projet comme ça, qui est le Studio Citygate, dans une ancienne usine de plus de 20 000 m². Vous avez aujourd'hui, comme j'ai dit, des skateparks, des murs d'escalade, mais également des artisans, des fabricants de bijoux, des centres culturels, un réparateur de vélos, des cours de danse et des soirées, parce qu'effectivement l'événementiel adore utiliser ce type d'espace. Il y a également une ferme urbaine, des festivals. Et donc, il y a déjà une vie qui se crée à cet endroit-là. Et c'est très important pour le futur. Nous, on s'est servi notamment de l'exemple de Tour et Taxi, qui est un terrain privé, mais où pendant longtemps, il y a eu un festival couleur café qui a permis aux Bruxellois de mettre cet endroit dans leur carte mentale. Et je pense qu'aujourd'hui, le promoteur n'a qu'à se féliciter du fait que les gens sachent où se trouve Tour et Taxi et la qualité du site, que ce soit pour vendre ses espaces commerciaux, de bureaux ou ses logements. Est-ce que vous avez 1 ou 2 projets ambitieux que vous portez, que vous aimeriez nous expliquer ? Absolument. Donc, il y a toujours le dernier projet, celui qui a été le plus ambitieux à ce jour, qui est Tivoli Green City, donc qui est un quartier complet, donc avec ce bâtiment Greenpeace dont je disais un mot tout à l'heure, qui est vraiment un projet mixte économique et résidentiel, mais on parle de 400 logements, 2 tiers conventionnés, 1 tiers sociaux, extrêmement exigeant sur le plan du développement durable. Donc on va récupérer les eaux, les matériaux de construction ont été pensés, il est évidemment passif à 100%, il y a même 30% qui est zéro énergie, il y a des buanderies gratuites qui sont alimentées par l'eau de pluie récupérée et des panneaux photovoltaïques qui fournissent l'électricité, vous avez des nichoirs pour les oiseaux, les coefficients de biodiversité sont au maximum de ce qu'on n'a jamais fait dans la région. Et ce quartier-là, il est fini maintenant, donc les gens commencent à l'utiliser, donc il essuie aussi des plâtres, il y a des soucis, on s'en rend compte, et donc on est à l'écoute pour voir maintenant comment ce quartier va pouvoir fonctionner. On avait devancé certains des problèmes en faisant de la participation pas mal en amont, et il récolte plein de prix. Un des éléments dont on est le plus fier, je pense, c'est qu'on a demandé une certification BREEAM,
Enfin, le promoteur privé a demandé une certification BREEAM pour être tout à fait exact. Et donc c'est une certification internationale la plus reconnue en matière de développement durable, qui commence à travailler aussi à l'échelle des quartiers maintenant. Et donc la réponse de BREEAM a été, après l'examen, que Tivoli Green City était BREEAM Outstanding, 93,2%, et qu'il était à ce jour le développement immobilier le plus durable au monde. Donc ça fait quand même assez plaisir d'avoir bien travaillé. Moi je dis souvent aux équipes chez nous, les prix c'est sympa, ça nous permet de voir que nos ambitions ont servi à quelque chose, ça permet de voir aussi qu'on a dépensé de l'argent du contribuable dans le bien commun, parce que le fait de faire un quartier durable, c'est bien pour les habitants du quartier, mais c'est bien pour la ville en général. Et donc c'est le quartier certainement le plus ambitieux, le projet le plus ambitieux à ce jour, jusqu'au suivant. Et le suivant, je pense qu'il se situe à Anderlecht, qui est une commune où il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités. Et nous, on l'appelle Citygate, parce qu'on veut faire de cet endroit-là, qui est derrière la gare du Midi et proche du canal et du bassin Bistebroek, sur la rue des Deux Gares et la rue de l'Industrie, l'endroit où la ville commence demain. Aujourd'hui, c'est un peu un no man's land. Il y a beaucoup de zones qui ont été baptisées par le gouvernement zones économiques en milieu urbain, qui appellent justement des programmes de mixité fonctionnelle, qui essayent d'annoncer cette volonté de réussir à faire cohabiter les différentes fonctions dans la ville. Et nous, on s'est clairement emparé du sujet, et on a plusieurs îlots dans cette zone, et plusieurs partenariats avec des promoteurs privés immédiatement à proximité. Et notre grand projet, c'est Citygate. En termes de taille, il fait presque 2 à 3 fois la taille de Tivoli. On travaille également avec la société du logement régional parce qu'il y a aussi des logements sociaux à faire. Et donc, il y a 3 grandes phases, Citygate 1, 2 et 3. 2 anciennes usines, une ancienne usine de chocolat Léonidas que nous avons rachetée, l'usine dont je vous parlais tout à l'heure, et encore d'autres îlots dans lesquels on va faire plus de 500 logements, des crèches, un centre de soins intégré avec Médecins du Monde, des jardins sur les toits, des jardins communs, une école, des logements sociaux également. Et donc on a vraiment un programme extrêmement ambitieux et aussi évidemment des espaces économiques pour les entreprises. Plus de 10 000 mètres carrés d'espace dédiés aux entreprises et de l'innovation. J'aime bien que CityDev teste des nouvelles formules. C'est un peu notre rôle, je crois, de pouvoir public, d'aller là où le marché ne va pas aller, puisque le marché il va dans sa zone de confort, il a des exigences de rentabilité bien compréhensibles. Nous, on travaille avec l'argent du contribuable et on doit chercher des choses qui sont bonnes pour la collectivité. Ça nous permet de prendre certains risques. On a dans ce projet à Citygate un bâtiment à affectation multiple en projet. Un bâtiment à affectation multiple, c'est un véritable défi d'un point de vue immobilier parce que c'est un bâtiment dans lequel on pourra trouver soit des fonctions résidentielles du logement, soit des activités économiques, mais sans que ce soit défini à l'avance. Donc les espaces doivent être aptes à accueillir l'un ou l'autre et il sera commercialisé en fonction de la demande. Et donc on doit trouver ce moyen d'avoir un bâtiment qui soit sur le plan technique et sur le plan urbanistique, c'est aussi un vrai casse-tête pour les juristes, apte à dire, ok, si demain il y a une petite PME qui veut s'installer aux étages, elle peut, et si c'est quelqu'un qui veut en faire son appartement, il peut aussi. Et s'il veut faire les deux, c'est pas mal non plus. Donc, c'est aussi l'idée qu'il faut trouver un moyen de rapprocher les gens de leur lieu de travail, pas simplement créer la potentialité pour le faire, mais inciter un mode de vie dans lequel, effectivement, les espaces sont plus hybridés. C'est aussi une tendance forte du moment. Donc Citygate à suivre alors. Mais c'est déjà pas mal en cours puisque la taille du projet fait qu'on a pu travailler par phase. Et donc vous avez dans Citygate 1... Donc là, Citygate 1 est déjà visible. Alors il y a un chantier en cours sur la première phase de Citygate 1, 120 logements qui devraient être inaugurés au cours de l'année prochaine, mais donc le chantier est en cours. On a attribué 2 marchés à proximité, on attend les permis, donc ils vont pouvoir commencer immédiatement. Citygate 2, on a attribué un marché d'auteur de projet, maintenant il y a la suite du développement, c'est un très gros morceau, dans les années qui viennent ça va avancer. Et Citygate 3, on est au tout début de l'histoire, puisqu'on doit encore terminer le master planning sur cet aspect-là de la zone. Et donc voilà, vous voyez bien cette idée de phasage. Et dans le temps du développement, vous avez des occupations temporaires, tant dans l'usine Léonidas où il y a la PME Rotor qui fait de la reconversion de matériaux de construction qui s'est installée. On a des terrains de foot aux étages. Et dans Citygate 2, vous avez tout le programme dont je vous ai parlé qui trouve sa place. Donc c'est déjà un endroit qui est totalement bouillonnant et qui bouge et qui va continuer à bouger dans les années qui viennent.
Bon, merci. En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller chercher un peu plus d'informations. Des informations qu'on peut retrouver sur votre site, c'est ça ? Alors, on peut les retrouver sur notre site. Et sur notre site, il y a un petit onglet sur notre rapport d'activité qui, je pense, fait un bon inventaire de l'ensemble des projets en cours. Mais effectivement, notre site, notre page Facebook aussi, qui donne beaucoup d'infos. Eh ben voilà, on invite tous les auditeurs à aller voir ce que vous faites. Merci beaucoup, Benjamin Cadranel. C'est moi qui vous remercie.